tout le monde fait ça, donc c'est que c'est vrai. Voilà. Ça a un nom, hein? C'est un sophisme. C'est le genre de mec qui, a 10 000 ans, il t'aurait dit, ouais, c'est la pression sociale qui te donne envie de passer de ta hutte à une petite maison. Et donc, c'est pour ça qu'on se sent pauvre, parce qu'on a un iPhone, on a notre... Parce qu'on est, en fait, on est des débiles, en fait. Et pas du tout parce que notre loyer a doublé. Ça compte pas. Je pense pas que entre 2020 et 2024, les logements se soient améliorés à l'infini. Ah, ils ont mis des toilettes en or. Ça me fait rigoler, les mecs, tu sais. Ah, ma maison valait 250 000, maintenant elle vaut 500 000, je suis plus riche. Ah non. En fait, ce qui se passe à la fin, c'est que si tu as un coût du crédit négatif, en fait, on subventionne l'immobilier. Donc c'est de la subvention pure et dure, en fait. On va remplacer le crédit par de la subvention et la nourriture par des tickets de rationnement, en fait. Il fait les mêmes analyses que nous, quasiment, sauf qu'à la fin, lui, c'est pour justifier plus d'interventionnisme, alors que nous, en fait, on dit, mais arrête juste tout. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est très content aujourd'hui de faire une vidéo réaction en compagnie de David Saintonge. David, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. C'est pas la première fois qu'on te reçoit et j'espère pas la dernière, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on va réagir à notre très cher ami qui bah voilà, hein, on le répète de vidéo en vidéo, qui est presque intime avec nous. C'est Monsieur Gilles de la chaîne Eureka. Aujourd'hui, on va se concentrer sur sa série de vidéos sur le sujet de l'inflation, très centré sur l'immobilier, c'est-à-dire que c'est des vidéos qui cherchent à démontrer que le calcul de l'inflation ne sous-estime pas l'immobilier, et donc que les prix de l'immobilier sont bien reflétés par le marché, pas surestimés. David, tu nous as un petit peu spoilé, tu nous as dit que, bah, en fait, il va finir par se contredire, en fait. Voilà, c'est un peu le en même temps à chaque fois, en plus via les travaux de la BCE. Donc je trouve que c'est une bonne occasion, parce que toi, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux peut-être rappeler les travaux que tu fais sur l'inflation J'ai entré dans le terrier de l'inflation par l'hyperinflation. En fait, la plupart des gens que vous écoutez la chaîne, probablement que vous savez déjà que je suis le mec qui distribue des bolivars un peu partout pour sensibiliser les gens à l'inflation. Et par le biais de l'hyperinflation, j'ai décidé, en lisant des livres, j'ai finalement pu comprendre qu'est-ce que c'était l'inflation au-delà de l'hyperinflation, qui est une forme extrême, en fait, d'inflation. Et que, contrairement à ce que M. Mito nous dira, et c'est toujours compliqué, en fait. Vous savez, à tous les débuts de vidéo, il dit toujours c'est plus compliqué que ça. Fait qu'en fait, moi, ma conclusion, c'est que c'est pas si compliqué que ça dans les faits. Et en étudiant l'hyperinflation, dans les livres, des thèses de doctorat que j'ai lues sur le sujet, on se rend compte que finalement, c'est assez simple. Et je trouve souvent que les formes extrêmes d'un phénomène on décrive bien le phénomène en particulier. Donc, quand on va à l'extrême, on peut voir les faits saillants, en fait, sont plus évidents. Et donc, après avoir été intéressé à l'hyperinflation, je me suis beaucoup intéressé à l'inflation. Et donc, on est capable, après, d'analyser ce que M. Mito essaie de nous passer comme information. Et je dois dire quand même que ces vidéos sont extrêmement bien faites, bien documentées, bien préparées. Les graphiques sont très intéressants. Mais, comme on a dit, on va finalement voir que je crois que sa conclusion ne confirme pas sa prémisse. Ouais. C'est ce que je pense. Ça me fait penser aussi à cette phrase, il y a les petits mensonges, les gros mensonges, il y a les statistiques. Et on voit vraiment là l'exercice que lui fait en permanence avec ces études qui sortent, qui ont l'air vraiment d'expliquer factuellement que en fait on se trompe sur toute la ligne et que comme il va essayer de nous l'expliquer, l'immobilier ne compte pas, qu'on ne devrait pas le compter. Mais et le point de l'immobilier est vraiment important et c'est pour ça que lui le traite, c'est que l'immobilier c'est une énorme part, le logement dans nos dépenses. Genre c'est pas juste je sais pas la sortie cinéma de la semaine, c'est un tiers, voire pour certaines personnes la moitié de leurs dépenses. Mais c'est ce qu'on va voir et je veux pas spoiler trop, mais c'est un fait qui est hyper intéressant puis c'est ce qui permet d'affirmer ça, c'est que les statistiques sont basées sur le fameux français moyen qui n'existe pas et dans les chiffres qu'il va nous montrer, il parle que l'immobilier c'est 7% des dépenses, mais on voit bien que c'est pas ça, vous voyez votre réaction. Parce que moi, il me semble que c'est le premier poste de dépense pour tous les Français. Pas dans ce qu'il va nous dire. Donc, on va le voir, on va le décrire, mais donc, c'est évidemment que dans son explication, on va dire, ouais, mais c'est pas si pire que ça, parce que vous voyez, tous les chiffres parlent, mais en fait, demande à un étudiant s'il paye 7% de son... mais non. C'est 90% pour l'un des étudiants, voilà, je pense, donc, quasiment. c'est ce qu'on va voir.
Ok. Donc si vous n'avez pas compris, nous, on a l'habitude de faire des formats réactions comme ça. Les vidéos de Monsieur Mytho, qui est son vrai nom, hein, on l'appelle pas Mytho parce que parfois il ment. Voilà, mais il y a un jeu de mots quand même. On a l'habitude de réagir à ces contenus, donc n'hésitez pas après à les consulter. Précise aussi, on va cherry-pick des moments dans le sens où on va prendre certains instants. Tout n'est pas à jeter parce que comme David l'a dit, il y a des moments qui sont bien illustrés où il explique des faits. Et ça, on va pas y réagir parce que sinon c'est pas rigolo. On va vraiment essayer de débunker les passages intéressants sur sa série de 2 vidéos. Et puis si vous c'est pas encore fait, n'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner à cette vidéo et d'aller lire nos articles sur notre site howtobitcoin.fr. On a plein d'articles pour comprendre ces phénomènes tels que l'inflation. Et promis, c'est expliqué simplement. On ne commence pas l'article par « c'est compliqué ». On vous explique avec des rédacteurs de qualité. Et donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Et messieurs, si vous êtes prêts... Je voulais juste rajouter, on a aussi des outils qui vont arriver dessus, des petits logiciels qui vont vous permettre de calculer notamment l'inflation sur votre épargne, de aussi pouvoir essayer de prédire un peu le prix de Bitcoin dans le futur en fonction de tout le marché qui va aller attaquer, d'aller prendre des premiums monétaires dans plein de classes d'actifs différentes. Voilà, un petit spoil. Let's go. Eh ben, j'avoue que tu me prends un peu de cours là. Tu m'aurais demandé le loyer, j'aurais su te répondre, mais alors là, je suis un petit peu embêté. Eh bien, pour les gens de ton âge, sache que c'est en moyenne 5,7% du revenu disponible qui part là-dedans. Et ça varie forcément, hein. Chez les 60-74 ans, c'est plutôt 6,6% du revenu. Passionnant. Ouais, effectivement, je crois que c'était pile le bon exemple. Bon, tout ça pour dire que voilà à quoi ressemblent les dépenses du Français moyen. 16% des revenus partent dans la nourriture, 2,9% dans les boissons alcoolisées et le tabac, 5% dans l'habillement, etc., etc. Eh ben, pourquoi tu mets pas les données pour le loyer et les charges là? Eh ben, parce que c'est pile ce qui nous intéresse, et qu'avant de parler de ça, il faut que je te rappelle un truc. On parle ici de la répartition des dépenses du Français moyen. Or, le Français moyen, il a à moitié moins de 41 ans et à moitié plus. Il dispose pour moitié de moins de 1 800 € par mois et pour moitié de plus. Il est à 35% locataire de son logement et à 65% propriétaire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, pas vraiment. Eh ben, le Français moyen n'existe pas, c'est une abstraction statistique. Personne ne peut gagner et plus que 1 800 € et moins que 1 800 €. Personne n'est et propriétaire à 65% de son logement et locataire à 35% de ce même logement. Ah oui, ok. Ce que tu veux dire, c'est que la répartition des budgets varie en fonction des catégories de ménages, plus ou moins jeunes, plus ou moins riches, plus ou moins vivants dans les villes ou dans les campagnes, et que là, du coup, on mélange tous les types de ménages pour n'en faire qu'un seul, qui correspond en fait plus à rien du coup, mais qui se rapproche quand même le plus possible de ce qui existe. Voilà, en gardant bien ça en tête, le budget du Français moyen alloué respectivement aux charges de son logement et à son loyer correspond à 8,8% et à 7,4% de son revenu disponible. 7% du revenu dans le loyer? À 1 800 € par mois, le Français moyen balance donc 126 € dans son loyer. Ah voilà, le Français moyen vit dans un 4 mètres carrés à Paris. Voilà, tout est normal. Et encore, 4 mètres carrés à Paris, 126 €. Ça existe ou pas? Non. J'aimerais vous offrir l'opportunité de découvrir, d'étudier et même d'approfondir vos intuitions sur Bitcoin, comme je l'ai fait il y a plusieurs années, notamment avec les livres de Saïfdine Ammous, comme les talons Bitcoin ou les talons Fiat. Et ça tombe bien parce que le partenaire de cette vidéo n'est rien d'autre que Consensus Network, la maison d'édition qui fait la traduction de ces mêmes livres. Mais ce n'est pas tout. Ils éditent également des livres d'auteurs français comme Pierre Noisa avec son livre L'énergie, la face cachée de la monnaie ou l'excellent L'élégance de Bitcoin de Ludovic Lars que je vous recommande absolument. En tout cas, si je peux vous donner un conseil, n'attendez pas et foncez acheter vos premiers livres sur Bitcoin si vous n'en avez encore jamais acheté ou continuez vos apprentissages avec les livres de Consensus. Mais ça peut aussi être une super bonne idée de cadeau que vous pouvez faire à n'importe qui dans votre entourage. Pour la petite anecdote, j'ai moi-même offert des livres Consensus à mon père et même à des collègues pour leur faire découvrir Bitcoin, parce que je savais que tout simplement je ne serais pas capable d'expliquer Bitcoin et tous les concepts qui l'entourent aussi bien que les nombreux auteurs qui sont présents chez Consensus. Je vous mets un lien dans la description qui vous permettra d'accéder à la boutique, c'est un lien affilié qui nous permettra de toucher une petite commission, ça permet de soutenir la chaîne, et si vous l'utilisez avec le code HowToBitcoin, vous profiterez de moins 10% sur l'ensemble des livres de la boutique. Merci à Consensus de nous faire confiance, et moi je vous laisse avec la vidéo.
Ouais, là c'est vrai qu'il nous fait, c'est ce que tu t'es noté. Ouais. Il nous fait une description du coup de ce il explique plutôt bien hein, que le français moyen n'existe pas en fait par rapport à ça, parce que au final, je pense que toute personne qui nous regarde peut faire l'expérience. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir que votre loyer représente 7,4% de votre budget? Voilà, à moins que vous viviez dans une cage et pas à Paris, hein, là c'est une cage au milieu de l'océan. Je pense pas que le loyer est reflété de telle sorte. Donc là, pour le coup, moi je trouve ça pas mal pour l'instant. Ouais. En tout cas, le mytho, comme tu l'appelles. Ouais, le mytho bonnet. Le mytho bonnet. Je peux même l'émuler si vous voulez. J'ai exactement le même bonnet. Alors, voilà. C'est incroyable. Voilà. Le mytho bonnet, en tout cas, pour l'instant, il est là. A les bonnes réflexions, je trouve, parce qu'il dit que ça représente rien du tout et que c'est une abstraction statistique. Ce qui fait juste chier, c'est qu'il va nous prendre pour le con toute la journée, quoi. Ça va être nous, en fait, lui. Ouais. Le mytho bonnet. Il le représente bien. Il va dire, ouais, ceux qui disent que c'est pas vrai, c'est les mytho bonnets. C'est ça. Nous, on réfléchit trop simplement, en fait. Il faut qu'on voit plus loin. Ok, donc, j'ai eu beau prévenir, je savais bien que ça allait choquer. Forcément, si tu prends Paris, c'est n'importe quoi. Mais la France est loin de se résumer à Paris. Pour 126 € à Lille, tu peux espérer 8 mètres carrés. 9,7 mètres carrés à Toulouse. 10,5 mètres carrés à Nantes. Oh, super, oui. Est-ce que c'est vrai, ça, les mecs? Non. Mais il faut dire que la vidéo date de 2020 et c'est peut-être avant la... Non. Ça, j'ai pas compris. Quand j'écoutais ça... 126 €, j'y crois pas une seule seconde. Non. Ça, je sais pas d'où il sort, ça. Ça, c'est sorti de son cul. Hein. Je vois pas comment... Non, c'est impossible. Parce que, à la limite, aide au logement déduite, aide déduite, oui, mais du coup... non, parce qu'on considère que c'est du revenu... Donc là, la part serait beaucoup plus élevée. Non, et moi, je crois, il a bien décrit, le truc qu'il a bien décrit, c'est que ça représente le français moyen. Et il l'explique plus tard. Et la raison pourquoi on obtient ce chiffre-là qui fait pas de sens, c'est que il considère qu'il y a une grande part des Français qui ne paient pas de loyer parce qu'ils sont propriétaires. Donc, ils ont terminé de payer leur hypothèque. Donc, ça rentre dans la statistique et ça donne cette aberration statistique. Et donc après, je trouve ça très étrange qu'ils viennent nous dire « Ouais, mais à Lille, tu vois, on peut... » Mais non, en fait, je connais pas le marché immobilier de la France. Évidemment, je viens du Canada, si vous avez pas connu avec mon accent. Mais je peux vous dire qu'au Canada, l'immobilier était moins cher qu'en Europe. Et là, c'est différent. Il y a une crise au Canada avec l'immobilier, mais un loyer à Montréal en bas de 800 $ canadiens, disons, il y a 4 ans, ça existe, c'était le moins cher. Maintenant, c'est 1200 $. Dans les loyers les moins chers, ça a vraiment augmenté chez nous. Voilà. Mais je me pose la question, est-ce que tu penses que dans leur étude, leur statistique, quand ils font du coup ce prix moyen, quand ils prennent, comme tu dis, un propriétaire qui pour nous serait à 0, là, pour eux en tout cas surtout, est-ce que tu penses pas qu'ils ont pris tout ce qu'ils ont dépensé et le mettent au prorata du nombre d'années qu'il a vécu Il en parle plus loin dans une vidéo. Il décortique. En fait, il y a un échange très intéressant avec mytho bonnet et Gilles Normal entre les deux en disant pourquoi on calculerait pas un loyer théorique que le propriétaire se verserait. Et là, les deux dérapent dans une explication très complexe pour dire que ça serait trop compliqué, puis on le fait pas. Et finalement, à la fin, ils proposent que, en fait, probablement que les méthodes seront changées par la BCE pour l'inclure, mais il y a pas de conclusion à dire que ça serait de quelle façon on pourrait inclure cette part de locataires qui ont fini de propriétaires qui ont fini de payer. Parce qu'en effet, ça serait compliqué à faire, mais je crois qu'eux, ils sont trop loin dans la réflexion. Moi, je crois que tout ça, c'est plus simple que ça, mais voilà. Au mieux, j'aime vivre dans 10,5 mètres carrés. Et attention, on a dit que le Français moyen ne payait que 35% de son loyer, puisque 65% des Français sont soit accédants à la propriété, ils sont en train de rembourser un crédit immobilier, soit complètement propriétaires de leur logement, donc ils ne paient pas de loyer. Si on enlève ces 65% de propriétaires et qu'on imagine un Français uniquement locataire, son loyer serait de 360 € par mois, 720 s'il est en couple. Du coup, avec ce budget, tu vois bien que les surfaces qu'on peut louer sont quand même largement plus grandes. Ah ouais, donc attends, le prix de l'immobilier se retrouve dans le calcul de l'inflation par le biais de la dépense de loyer, sauf que comme 65% des Français ne paient pas de loyer, le budget loyer du Français moyen se retrouve tout rikiki à 7%. Exactement. Donc, maintenant imagine qu'entre 2 années, les prix ne bougent absolument pas.
Tout coûte exactement la même chose d'une année sur l'autre, sauf les loyers qui grimpent de, disons, 5%. L'inflation va se calculer de la manière suivante. On va multiplier chaque poids de dépenses avec sa variation de prix, puis on va additionner l'ensemble. Comme toutes les variations sont nulles sauf les loyers, on se retrouve avec une inflation à 7% x 5% égale 0,35%. Soit environ à peu près pot de zup, quoi. Que dalle. Exactement. Et c'est pour ça que l'inflation n'est presque pas affectée par l'évolution des prix de l'immobilier? Bah, c'est une partie de la réponse, ouais. Mais du coup, ça veut dire qu'il doit y avoir des différences massives entre l'inflation pour les propriétaires, qui n'ont pas besoin de payer de loyer, et l'inflation pour les locataires, qui, eux, se prennent dans la tronche des dépenses de logement de dingue. Eh bien, figure-toi que non. L'INSEE calcule l'inflation des différents types de ménages. Forcément, dès que les budgets sont alloués différemment entre les différentes catégories de biens et de services de consommation, l'inflation s'en retrouve modifiée. L'INSEE calcule donc des inflations pour les cadres, pour les ouvriers, pour les pauvres et les riches, et puis aussi pour les propriétaires et les locataires. Et voilà ce que ça donne. Ici, on voit l'évolution de l'inflation pour les propriétaires, les accédants à la propriété, ceux qui sont en train d'acheter et qui donc remboursent leur crédit, et les locataires entre 1998 et 2015. Quasiment aucune différence. De quoi? Mais comment c'est possible? Alors c'est possible parce que, la part des dépenses de loyer chez les locataires n'est pas si élevée que ça, de 7,4% pour notre Français moyen qui est à la fois propriétaire et locataire. On passe à 21% pour le locataire moyen. Mais déjà, c'est étrange ce qu'il vient de dire. J'en veux que ça fonctionne pas. Il vient de dire la part des loyers pour le Français moyen qui est à la fois propriétaire et locataire. Mais non, mais la part... Parce que là, on tourne totalement en boucle parce qu'il sépare propriétaire, accédant à la propriété, locataire. Après, il nous dit en fait locataire, c'est à la fois un propriétaire et un locataire. Oui, c'est ce qu'il vient de dire. Non, c'est étrange. Je comprends pas trop. En fait, après, c'est marqué... Ah oui, regarde, c'est écrit sur le graphe. Le Français moyen, il inclut les propriétaires. Puis regarde, en dessous, j'ai le locataire moyen. En fait, sa phrase était mal construite, j'imagine. Mais après, il dit, regarde, le 21%, ça, c'est ceux qui payent des loyers, donc la part locataire. Donc, il les sépare. Mais je comprends pas. Il nous explique qu'il n'y a pas de différence à cause du français moyen. Puis là, le 1.5, le 1.47, le 1.41, c'est propriétaire, accédant et locataire, donc c'est séparé. C'est ça, il les sépare et en fait, ils sont pas séparés. C'est pour ça qu'en fait, ça finit par être les mêmes courbes. Parce qu'en fait, ils feignent de les séparer, mais en fait, c'est toujours les mêmes. C'est toujours le français moyen qui inclut tous les autres. Oui, mais il y a le truc en bas à 21%. On va voir peut-être qu'il va le séparer, je m'en souviens plus. Oui, le loyer est effectivement le poste de dépense le plus important devant la nourriture et les transports, mais ça correspond pas non plus aux 35% auxquels on pourrait s'attendre quand on vit à Paris. Et puis, deuxièmement, en fait, les loyers n'augmentent pas tant que ça. Ici, je t'affiche l'évolution de l'inflation sur les 40 dernières années. Maintenant, je t'affiche l'évolution de l'indice des loyers calculé par l'INSEE. Donc, quand les prix à la consommation, en général, ont été multipliés par 2,8 en 40 ans, eh bien, les loyers, eux, ont été multipliés par 3,4. Et pour info, voilà comment les revenus des ménages... Attends, mais pour lui, c'est pas grand-chose, ça? Ouais, et en plus, il faut comprendre que les loyers, il y a une gestion des prix dans les loyers. C'est pour ça, en fait. Il y a une pénurie des logements. Oui, exactement. Donc, surtout, il y a un contrôle des prix. C'est ça, se dit. Il y a une gestion des prix, un contrôle des prix. Donc, oui, évidemment, si c'est géré, ça va augmenter de 3,1%, mais ça ne reflète absolument pas l'augmentation du prix de l'immobilier. Donc, c'est certain que ça a l'air... d'un, comme tu dis, c'est rien. C'est discutable. Hein? Parce qu'un coefficient multiplicateur comme ça, là, on parle pas de pourcentage. On parle de 2 fois, 3 fois. C'est énorme. Surtout que les échelles, c'est 40 ans seulement. Hein. Non, c'est ça. C'est 3 fois sur 40 ans, mais c'est ça qu'on prend les intérêts composés. 3% par année sur 40 ans. Ça va énorme. Très vite. Mais si on fait une mathématique très simple... 30 ans à 3% sans le compound, on est d'accord que c'est près de 90%, donc les prix doublent. Mais en plus, il faut ajouter le compound, les intérêts composés. Donc, oui, évidemment. En fait, à 2% d'inflation, l'inflation programmée normale des banques centrales, c'est normal que les prix doublent ou triplent sur 40 ans. Mais là, ça reflète absolument pas l'augmentation des prix de l'immobilier, ça, parce qu'il y a une gestion de prix. C'est ça le truc qu'il faut comprendre ici dans son graphique. Mais là, il va parler, je pense, des revenus où c'est personne, base, 100. OK, donc je pense qu'il va mettre matériaux de revenus. Donc là, il va nous dire que les revenus ont extrêmement compensé. C'est ça qu'il va nous dire. Ont varié sur la même période. Ils ont été multipliés par 4. Donc,
Bah, plus que les loyers, en fait. Donc, tout va bien. Donc, tout va bien. Oui, tout va bien, c'est ce qu'il essaye. C'est ce qu'il essaye de nous faire dire. Il essaye de nous faire dire, oui, bah tout va bien. Les revenus ont augmenté plus que l'inflation sur les loyers. Donc, bah en fait, pourquoi les gens se plaignent? Et donc, l'affaire ici, c'est très simple. Et donc, nous, c'est l'inverse, hein, c'est très compliqué. C'est très simple. C'est que il a pas mis la courbe des prix d'immobilier, il va en parler plus tard. Il a mis la courbe des loyers qui sont gérés. Le prix est comme le contrôle de prix de loyer. Donc, c'est certain que les institutions qui gèrent les prix des loyers, qui donnent les droits d'augmentation à chaque année, eux, ils ont ces chiffres-là et ils s'arrangent pour que ça balance. Mais on laisse de côté tout l'aspect du prix de l'immobilier qui, lui, n'est pas géré. C'est le marché a explosé. Ça, il en parle, il va décrire dans le reste de la vidéo de pourquoi c'est même si à Paris, les prix d'immobilier ont explosé, il va nous expliquer plus tard que comme les taux d'intérêt ont baissé jusqu'à 2020, parce que sa vidéo date de 2020, eh bien, ça compense. Et il va même nous dire que la baisse du coût du crédit dans l'hypothèque fait que ça a moins augmenté. Ça, c'est un des punchs. Vous allez voir, on regarde ça, on dit, OK, mais j'ai tourné ça dans tous les sens. J'ai parlé à un de mes amis mathématiciens et j'ai pas tout à fait compris. On le verra. Voilà. Là, peut-être que c'est très compliqué, finalement. Les loyers ont augmenté moins vite que les revenus des gens? Eh oui. En moyenne, depuis 1980, les loyers ont augmenté moins vite que les revenus des gens. Mais ici encore, le diable se cache dans les détails. Je vais pas y passer des années parce qu'il y a moult choses à dire, mais en gros, si on zoome un peu sur les différentes catégories de ménages, d'abord, on constate que contrairement à ce que semble montrer ce graphe, les ménages locataires tendent en fait bien à s'appauvrir. Mais ils s'appauvrissent pas parce que les loyers augmentent trop vite, ils s'appauvrissent parce que les ménages les plus précaires tendent à être de plus en plus locataires de leur logement. En gros, il y a 40 ans, les revenus plus ou moins élevés expliquaient mal la répartition entre propriétaires et locataires. Les riches étaient presque autant locataires de leur logement que les pauvres. Cette situation s'est complètement polarisée aujourd'hui. Les riches ne sont presque plus. Je me demande pourquoi. Coïncidence. Est-ce que ça serait parce que les prix de l'immobilier ont monté? Ouais, bah oui. Mais bon, voilà. Donc, c'est simple. Hein? Ben, en fait, c'est simple. C'est simple. C'est toujours simple, d'ailleurs. Ouais. Ouais, et puis je sais pas si c'est dans ce sens-là qu'il faut le tourner. Est-ce que c'est les prix de l'immobilier qui ont augmenté, qui font que les riches sont plus représentés dans les propriétaires, ou c'est parce que juste aussi, comme on le dit sans arrêt, ils cherchent un endroit où stocker leur argent. Comme leur argent ne marche plus, c'est ce tout-là. Non, mais c'est exactement corrélé, en fait, à mon humble avis. C'est un effet qui donne un résultat. C'est comme ils veulent se protéger de l'inflation. Les prix de l'immobilier... OK. Les prix de l'immobilier, là, moi, ma maison, là, elle vaut 3 fois plus cher que quand je l'ai achetée en 2016. En 2016, OK? Ma maison n'a pas changé. C'est la même maison. La raison pourquoi ça a augmenté, d'un, il y a un effet de rareté parce que chez nous, il y a une pénurie de logements. Fait à la marge, évidemment, les prix ont monté. Ça c'est vrai. Mais aussi, c'est que les gens se servent de l'immobilier comme une tirelire. Ça, Théo Mogenet en parle souvent et je l'ai entendu souvent dire ce truc qui me parle énormément. C'est que les gens, pour protéger leur valeur, au lieu de faire confiance à la monnaie, ils font pas confiance à la monnaie, en fait, parce qu'elle déprécie de manière programmée d'au moins 2% par année. Ben, les gens cherchent à placer leur argent dans un actif qui va garder ou prendre de la valeur. Puis les gens investissent dans l'immobilier, donc ça fait monter les prix. Donc, évidemment, les riches, pourquoi les riches sont pas affectés par l'inflation? Parce qu'ils ont des actifs. Les actifs, techniquement, prennent de la valeur. Et donc, c'est son graphique, c'est ça qu'ils expriment. Ils l'expriment, en fait, comme les prix montent, il y a pratiquement juste les riches qui peuvent en acheter. Et c'est une boucle aussi parce que les riches prennent leur monnaie qui déprécie pour la placer dans un actif stable. Ouais, et puis, il y a même un effet qui accentue sur l'immobilier en particulier, c'est l'accès au crédit. C'est qu'on finance tout via le crédit pour acheter de l'immobilier. Et donc, en fait, les gens sont beaucoup plus incités déjà culturellement. Par exemple, en France, on a une grande culture de l'investissement immobilier. Mais en plus, vu que le crédit facilite l'investissement dans l'immobilier, parce qu'avec un apport minime, on peut s'acheter un bien, en fait, ça augmente cette espèce de spirale infernale, parce que ça représente, il y a un effet de levier sur le capital disponible des gens pour acheter de l'immobilier, ce qui fait toujours gonfler. Exactement. Et ça creuse l'inéquité entre les gens qui ont juste assez d'actifs pour pouvoir faire un levier sur l'immobilier, puis les gens qui ont juste pas assez d'actifs pour faire le levier sur l'immobilier. Et j'ai l'impression que c'est pas
ça prend pas énormément de thunes non plus, tu crois, tu vois, pour justement accéder à l'immobilier. Fait qu'ils vont dire, plus c'est accessible, mieux c'est. Oui, mais en fait, moi, j'ai l'impression que tous ceux qui atteignent pas cette limite-là où ils peuvent se servir du levier, ben eux, ils sont encore plus laissés pour compte. Fait que moi, j'ai l'impression que ça creuse. On pourrait avoir l'impression de dire, oui, mais plus que c'est accessible, plus le fossé va se rétrécir. Mais moi, j'ai un peu l'impression que c'est l'inverse. Là, c'est la preuve que c'est l'inverse parce qu'aujourd'hui, les plus pauvres sont moins propriétaires que les plus riches. Donc c'est bien la preuve que la facilité de crédit ne permet pas aux plus pauvres d'acheter leur logement. Si les prix de l'immobilier ne changeaient pas, puis qu'il y avait plus de gens qui avaient accès, là, on créerait on pourrait tirer les gens à gauche du spectre va être plus riche, mais comme on creuse le fossé parce qu'en fait, c'est la valeur des actifs qui monte de ce côté-là. Et on essaie d'amener le plus de gens possible à la propriété, mais en rendant le crédit de plus en plus facile. Comme ça fait monter les prix, ben on n'arrive pas en fait à creuser le. Alors que si l'accès à l'immobilier était sain, qu'on crée, parce que les pénuries dont tu parles, elles sont aussi créées par les États, les gouvernements, à cause des réglementations, voilà, on n'a pas le droit de construire, on n'a pas le droit de construire à une certaine hauteur, donc les pénuries sont créées artificiellement via la coercition. Si on faisait pas ça, déjà les prix de l'immobilier n'augmenteraient pas tant. Si on n'avait pas une monnaie de merde, les gens ne chercheraient pas absolument à stocker leur épargne dans l'immobilier. Voilà. Et en fait, si on retire toutes ces initiatives, en fait, les prix de l'immobilier stagneraient ou peut-être même baisseraient. Ouais. Et via le crédit qui serait, via des taux de marché, pas manipulés, les gens accéderaient de plus en plus facilement à des biens en plus grande quantité. Enfin, de toute façon, voilà, vous connaissez la musique, quand on bloque les prix, il y a des pénuries, c'est toujours comme ça que ça finit. J'ai un exemple rapide souvent les gens qui vont dire oui, mais l'immobilier, les prix vont pas baisser parce que les gens, ils voudront pas laisser aller leur actif à prix moindre. Il y a comme un effet psychologique. Les prix sont collants, on dit souvent ça, les prix sont sticky. Et moi, j'ai un exemple. Mon frère, malheureusement, avait acheté une maison et il a dû la vendre à un mauvais moment dans le cycle, le seul espèce de moment où il y avait au Canada un peu trop de maisons. C'est qu'il y avait un quartier qui s'est développé juste en arrière de sa maison, qui était une magnifique maison, très bien construite, avec des matériaux de qualité, tout ça. Puis ils ont construit des maisons un peu moins de qualité en arrière et ils les vendaient 100 000 $ de moins que la valeur, mettons, au livre de la maison de mon frère. Donc, mon frère avait rénové tout ça. Sa maison a dû prendre beaucoup de valeur. C'est une super belle maison dans un bon quartier. Mais comme il y avait de l'offre, de l'autre côté, il y a eu la difficulté à récupérer. Il a vendu sa maison un peu plus cher qu'il l'avait payé, mais dans un marché comme standard, sa maison a pris énormément de valeur. Mais comme ils ont augmenté l'offre, ça a fait stagner en fait le prix de sa maison. Donc ça dépend juste du marché. Et l'autre exemple, c'est moi à une époque j'ai essayé d'acheter un condo à Montréal. Et un condo à Montréal, maintenant, c'est 600 000 $ canadiens, quelque chose comme ça. Et moi, j'aurais pu acheter un condo de la même catégorie pour 235 000 $. La raison pourquoi? C'est parce qu'il y avait des condos qui se construisaient partout. Donc, les gens qui disent, oui, mais l'immobilier, ça peut pas baisser. Si du jour au lendemain, on se met à construire en fou un quartier en arrière de certains condos, on construit plein de condos, moi, je vous garantis que, et peut-être pas que ça va baisser parce que c'est vrai qu'il y a un aspect psychologique, mais au moins ça pourrait stagner. Et s'il y a vraiment trop d'offres, puis que les gens faut qu'ils vendent parce qu'ils déménagent, ben là oui, ça peut se mettre à baisser. Fait que, voilà. Et pour que les gens comprennent bien, nous on souhaite que les prix baissent parce que des prix d'immobilier qui baissent ou qui stagnent, c'est plus de gens logés. Et en fait, nous en tant que consommateurs, les gens lambda, on a tout intérêt à ça. Absolument. Sinon, en fait, on défend une caste de propriétaires. On entretient cette espèce de groupe c'est une forme de parasite au final, qui se voit, en fait, voir un patrimoine grossir. Et en fait, les gens qui veulent accéder au logement, voilà, c'est aussi à leur détriment, en sachant que l'immobilier, sa fonction première, normalement, c'est le logement, c'est pas l'investissement. C'est fou d'avoir transformé ça comme ça. Et faut vraiment, je sais pas ceux qui nous écoutent s'il y en a qui sont nouveaux dans tout ça, mais c'est pas vrai que ça enrichit une population que le prix des maisons monte. Là. Ça me fait rigoler. Les mecs, c'est ma maison valait 250 000, maintenant elle vaut 500 000, je suis plus riche. Ah non. T'es un peu moins pauvre, t'es moins appauvri. Oui, c'était moins appauvri, en effet, mais c'est que si tu vends ta maison, t'as pas fait 250 000 balles, là, parce que si tu te rachètes une autre maison, ailleurs, en plus, c'est vrai. elle va être le même prix. Donc, t'as pas fait d'argent. Le seul truc où tu fais d'argent, c'est si tu vends puis tu vas te loger au Nevada, dans le désert, dans un endroit perdu où tu vas payer ta maison 150 000 balles. Ah oui, là t'as fait un profit. Mais sinon, si tu déménages dans un autre quartier, puis il en parle dans la vidéo, si tu veux mettre ta maison, prendre une maison plus chère, disons à 750 000, en fait, là, tu t'es appauvri.
Parce que oui, ta maison a pris 250 000 à 500 000, ça va, tu as fait 250 000, mais la maison qui est 50% plus chère que tu voulais acheter, elle aussi, elle a doublé. Donc, la différence elle est plus importante. est plus importante. Donc, ça va te coûter plus cher d'avoir une maison de plus grande valeur. Donc, oui, tu t'es appauvri, littéralement, même si tu crois que tu t'enrichis. Oui, je pense que c'est là vraiment la clé des disparités qui se créent. C'est que plus ton capital de départ il vaut cher, plus il augmente proportionnellement à l'inflation. Exactement. Et donc, en fait, ça étire au fur et à mesure les groupes entre eux. Donc, moi, ma maison a doublé. Et ça me donne plus de difficulté à accéder à une maison de valeur plus élevée. C'est contre-intuitif à mort, là. Je suis supposé d'avoir doublé ma valeur, mais en fait, mon pouvoir d'achat pour une maison plus chère a baissé. C'est fou. C'est vraiment l'effet Cantillon, en fait. Ouais. C'est le premier qui a accès au logement pas cher. Exactement. Qui gagne qui en profite le plus, voilà. Ouais. Donc, il faut acheter dès le début le logement le plus cher possible, en fait. Ouais, le plus cher que tu peux. C'est ça, comme ça, c'est en fait, tu places la barre assez haute. Exactement. Pour que quand après ça va augmenter, tu restes à la qualité de vie la plus haute. Dans mon cas, j'aurais pu acheter une maison à 50 000 balles de plus et j'aurais une maison d'une gamme vraiment plus haute. Je me serais plus enrichi, entre guillemets, que j'ai fait là, en me disant, mais le 50 000, je l'ai pas en ce moment, je vais attendre, on va acheter une maison plus chère plus tard, et j'ai manqué l'ouverture pour acheter une maison plus grande. Là, je pourrais pas changer de maison, en fait, littéralement. À cause de ça, j'aurais dû acheter plus cher au début. Voilà. Heureusement qu'il y a Bitcoin. Oui, tu peux compenser. Oui, mais encore là, il faut être riche en Bitcoin. Hein? Non, c'est vrai, on n'en a pas, nous. J'en ai pas. Mettons qu'un loyer passe de 500 à 600 euros, plus 20%. Un indicateur de prix indiquera exactement ça, plus 20%. Mais un indicateur d'inflation posera la question suivante. Cette hausse de prix est-elle liée à une hausse de qualité du logement? Des travaux de rénovation ont-ils été effectués? Est-ce que la salle de bain est neuve? Est-ce que la cuisine est neuve? Peut-être qu'on a rajouté des doubles vitrages? Ah, mais putain, oui! Quand on mesure l'inflation, on doit contrôler pour les hausses de qualité. Et voilà, l'inflation, c'est la hausse de prix qui ne reflète pas la hausse de qualité. Or, la qualité des logements en France s'est améliorée. Par exemple, en 1980, 20% des logements avaient des toilettes sur le palier et pas de douche ou de baignoire. Aujourd'hui, c'est proche de 0%. 15% des logements n'avaient pas d'eau chaude en 1980. Pareil, aujourd'hui, c'est 0%. Encore plus dingue, 35% des logements n'avaient pas de chauffage central ou électrique en 1980. Aujourd'hui, c'est plus que 8%. Et on peut aussi parler des surfaces. 80 mètres carrés pour le logement moyen en France en 1980, 90 mètres carrés aujourd'hui. OK. Là, c'est très mignon en 2020, à Paris, et on prend les logements, on les améliore, toilettes dans les logements au lieu d'être sur le palier, l'eau chaude, pays du tiers-monde ou quoi en 80, je comprends pas trop, l'eau chaude puis le chauffage central. Quand on est un Amérique, on vient de l'Amérique, je viens du Canada, tout ça ne fait aucun sens. Là. Nos maisons ont, en 1980, tout le monde avait une toilette dans son logement, de l'eau chaude et le chauffage. Comme je vous ai expliqué, moi, ma maison a doublé, même triplé de valeur depuis 2016. J'ai réparé le toit et j'ai changé les fenêtres cette année, mais ça a coûté 20 000 balles, vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec... Donc, ils essaient de nous dire que oui, l'augmentation des prix de l'immobilier, c'est il y a une partie qui est à cause qu'on l'a augmenté la qualité. Non, mais ça explique pas un x4, et puis surtout, moi, ce qui me fait rire, c'est que des fois, c'est juste de la maintenance. En fait, c'est pour maintenir le bien dans son état. Par exemple, toi, tu as peut-être refait tes fenêtres pour qu'elles continuent à être en bon état. Tu as refait ton toit parce qu'à la base, il est neuf et qu'au bout de 10 ans, il est moins neuf. Donc, il faut le remettre à son état d'origine. C'est 1% par année, l'espèce de règle. Donc, ça, c'est normal. On peut pas se servir de ça pour après ça dire oui, mais c'est normal, les prix ont augmenté. Et faut se remettre à l'époque. Lui, il parle de 2020. Il parle d'avant l'espèce de flambée de prix. En fait, même ces graphiques, ça date ça arrêtait à 2015 ou un truc. Et je pense que maintenant, c'est encore pire. Mais en tout cas, au Canada, je peux vous dire que tout ça ne fonctionne pas là, dans ce qu'on voit aujourd'hui. Et ce qu'on voit, c'est la rareté, puis le fait que les gens mettent des thunes dans les maisons pour se protéger de l'inflation. C'est ça, parce que je pense pas que entre 2020 et 2024, les logements se soient améliorés à l'infini. Ah, ils ont mis des toilettes en or. En fait, non, mais c'est ça. Et puis même, en fait, non, mais tu prends un très bon exemple. Si je mets des toilettes en or,
ok, j'ai amélioré la qualité, mais peut-être que personne n'en veut. En fait, c'est aussi subjectif. C'est qu'il n'y a pas d'amélioration objective qui justifie le prix. C'est que c'est une subjectivité. Des fois, c'est juste de la maintenance. Des fois, voilà, on va mettre des toilettes en or, mais l'acheteur, il s'en fout. Ça justifiera pas l'augmentation de prix. Les comptoirs de marbre, c'est la même chose. Il met un comptoir de marbre. Oh, ma maison va prendre de la valeur. Ouais, mais si le mec qui arrive, il aime pas la couleur. Il va mettre du bois et voilà. Il va m'enlever, il va mettre du bois. Non, c'est pas... C'est pas significatif. Non, mais... Et puis même, en fait, c'est d'ailleurs pour ça que nous, on aime bien dire à chaque fois que le PIB aussi est un très mauvais indicateur, comme l'inflation aussi d'une certaine façon, parce que justement, ça ne reflète pas la qualité sous-jacente et la structure en fait du capital. C'est qu'en fait, on essaie de mesurer du flux à chaque fois et des augmentations, mais en fait, et là, il commence à s'en rendre compte, c'est impossible de mesurer l'évolution de la qualité. C'est subjectif, on le palpe pas, et c'est vraiment chaque individu qui fait son évaluation au moment de quand il visite l'appart. Mais tu peux faire visiter la même appart à 10 personnes. 10 personnes vont pas l'évaluer de la même façon. Il y en a, ça va être complètement délirant. Mais ça, c'est économie 101, hein? C'est l'appréciation. En fait, c'est la courbe of demand. Les gens ont une mesure de la valeur qui est donc subjective, et donc on va trouver une espèce de jonction où il va y avoir les gens qui vont être prêts à offrir et prêts à payer. C'est exactement ce que tu viens de décrire. Pas objectif, le prix d'un loyer. Parce qu'au final, j'ai l'impression que dans tous ces débats-là, tout ce qui se passe, c'est qu'on se perd, en fait. On se pose des questions qui ont même pas vraiment lieu d'être, parce que de toute manière, si on fait l'expérience mentale de dire, voilà, on est dans un petit village, qu'au début, on a 100 unités de monnaie, qu'il y a des ressources et qu'au fur et à mesure, on les augmente, bah oui, tout augmente. Peut-être qu'en même temps, il y a des évolutions technologiques où la qualité augmente au fur et à mesure, mais nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est en fait quelle distorsion va créer l'ajout de monnaie de façon discrète, de façon contrôlée, avec des lois, des trucs. C'est ça. Si on a tous plus de monnaie, en fait, on s'en fiche. C'est juste aller. C'est un peu compliqué pour calculer tous les jours de savoir exactement en fait de combien ça va augmenter. Mais ce qui est important, c'est comment elle est créée, qui en profite. Et en fait, ce qu'on sait, nous, en général, c'est que c'est l'État d'abord qui crée la monnaie. C'est lui, par son déficit, qui décide d'allouer du capital dans certaines industries, dans certains trucs, et en fait, qui détruit le capital, c'est ça. Et en fait, c'est ça le vrai sujet. Et en fait, souvent, je trouve que dans ces vidéos, il y a beaucoup de vérité au final. Et il prend quasiment les mêmes... il fait les mêmes analyses que nous, quasiment. Sauf qu'à la fin, lui, c'est pour justifier plus d'interventionnisme, alors que nous, en fait, on dit, mais arrête juste tout. Oui, tout à fait. C'est ça qui est fascinant. Et c'est pour ça qu'ils sont intéressants, ces vidéos. Parce que c'est sourcé, c'est bien présenté, mais c'est toujours compliqué. Ouais. Et en vrai, je trouve que les meilleurs socialistes, communistes comme lui, c'est ceux qui font exactement ce travail où tout est bon quasiment. Genre, dans son analyse, les 99% est bon. Et à la fin, t'as le dernier pourcent, en fait, tu te dis... c'est tellement compliqué, il faut que l'État intervienne. Et nous, on dit, en fait, c'est impossible à contrôler, laisse-nous faire. Voilà. Ok, donc les loyers augmentent, mais c'est en partie à cause, à cause de la hausse de qualité des logements. Mais forcément, on retombe sur cette histoire de comment je vais faire la part des choses entre une nouvelle salle de bain, ok, mais est-ce que ça vaut vraiment 100 balles de plus dans le loyer? Incapable de faire la différence, on reste tributaire d'une méthode arbitraire que j'imagine qu'on ne connaît pas. Alors, peut-être que ça se trouve, mais effectivement, moi, j'ai pas trouvé. Ok, donc effectivement, tout devient compliqué là d'un coup. Mais je suis quand même vachement... Il le dit, hein. Ouais. Il fait les mêmes raisonnements que nous. Surpris que la hausse des loyers ne soit pas plus importante. Seulement x 3,4 en 40 ans, alors que les prix de l'immobilier ont fait x 5,5. Ça m'étonne quand même. Ça, on en parlait tout à l'heure. Heureusement qu'il l'affiche maintenant, le graphique, parce que faire toute une vidéo sans montrer ce graphique, c'est là le cœur du problème. Oui, c'est la source du truc. Dans mes notes, c'était Gilles Bonnet a un graphique très intéressant qui explique la situation, et on va le voir, il va dire, ouais, t'as aucune chance de debunker ce graphique et notre Gilles normal. Et il va nous dire, ah ouais, mais attends, je vais y arriver, tu vois, c'est compliqué, mais on va le faire. Mais okay. C'est la suite de la vidéo après. Voilà. On va voir ça. Et d'ailleurs, il y a un autre truc qui m'étonne. Si on reprend ton histoire de calcul de l'inflation, là, bon, ok, le Français moyen ne paye pas beaucoup de loyer parce que il est qu'à 35% locataire. Mais pour les propriétaires, il faut bien acheter leur logement. Et c'est quand même une sacrée dépense. Alors, ça se situe où, ça, dans les budgets? Pourquoi il n'y a que les charges et le loyer dans la partie logement? Pourquoi il n'y a pas aussi le prix à l'achat d'un bien immobilier? Eh bien parce que l'achat immobilier ne rentre pas dans le calcul de l'inflation. Comment ça? Ok, donc,
C'est magique. C'est magique. Tada. C'est débile. En fait, c'est parce qu'il l'explique, c'est simplement parce que c'est un investissement, c'est pas de la consommation. L'ANSI veut calculer l'inflation par la consommation et il y a zéro argument logique. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est que là, en fait, moi, ce que je trouve fou, c'est qu'il part d'une base, d'un postulat, comme si c'était comme si c'était un axiome vraiment mathématique, duquel on va raisonner logiquement. Mais en fait, l'axiome, il est pourri. Oui. C'est l'immobilier, c'est de la consommation. Et si moi je te dis que l'immobilier c'est de l'investissement, l'immobilier c'est de la consommation, mais de l'investissement. Et si moi je te dis que c'est de la consommation, on fait comment là? Tout ton raisonnement tombe. En fait, c'est pourri. En fait, il va même nous dire qu'il l'ajoute, il fait des calculs, puis il va nous montrer un graphique en disant même si on considère que ça n'impacte pas. Et je pense qu'il y a un truc mal représenté ou un truc, mais il va jusque-là, puis il nous dit, vous voyez, même si on le fait, ça... Mais en fait, je pense que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est en 2020 qu'il l'a fait. Et je pense qu'en 2020, ça pouvait, avec sa petite distorsion, ça pouvait fonctionner avec le contrôle des loyers, tout ça. Mais justement, il y a un disclaimer dans la vidéo en disant « Ouais, maintenant, en 2023 ou 2024, ça a un peu changé. » Et en fait, ces conclusions sont erronées parce qu'on a bien vu ce que ça fait si les prix partent en couille. Ça cause la situation qu'on a aujourd'hui. Et ce que tu dis, en fait, c'est très intéressant, je trouve, parce que ça démontre que leurs méthodes économiques ne sont valables qu'à un instant T. Et que c'est bien la preuve que c'est pas une science mathématique de laboratoire où on peut reproduire en situation, parce que c'est bien la preuve que dans son cas, ça marchouillait, on truque un peu les règles et ça va, ce qui déjà n'est pas normal, parce que en fait, si tu as une rigueur scientifique, quand tu peux isoler des facteurs et retomber à chaque fois sur le même résultat. Ouais. Et là, c'est la preuve que on a changé les conditions initiales sous le Covid et toute l'impression qu'il y a eu. Et là, ça marche plus du tout. Non. Donc c'est bien la preuve que leurs méthodes analytiques sont pourries. C'est que le keynésianisme ne fonctionne pas dans le calcul économique. Et ce qui est dommage, c'est qu'il existe une méthodologie du côté de chez les Autrichiens qui est beaucoup plus simple et qui fonctionne. Oui. C'est dommage. L'INSEE considère, et c'est pas le seul organisme statistique à le faire, en fait c'est la norme presque partout dans le monde. Bref, l'INSEE se dit que... Je trouve que son bref, là, il est très important. C'est pose pas de questions. Pose pas de questions. Et puis, il y a un consensus, en fait. Tout le monde fait ça, donc c'est que c'est vrai. Voilà. Ça a un nom, c'est un sophisme. Littéralement. Ouais. On le disait dans la dernière vidéo qu'on a faite, c'est un sophiste professionnel, lui. Et qui paye ces économistes, qui pondent ces travaux et tout, et qui veulent en fait juste vérifier leur postulat de départ. En fait, c'est à chaque fois ça ce qu'ils font comme travail. C'est qu'ils se disent, on veut prouver ça, comment on va le faire? Voilà. Par quel chemin? C'est ça. L'inflation sert à mesurer le niveau de vie des ménages, niveau de vie qui est supposé dépendre de leur niveau de consommation. Idéologie néolibérale qui interprète tout par le biais de l'échange marchand. Bon, mais alors, grande question existentielle. Là, au moins, là, ce qui est intéressant, moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'il, du coup, pourquoi est-ce qu'il part du postulat néolibéral? Pourquoi est-ce que... Bon, je suppose que c'est parce qu'on vit dans un monde néolibéral, mais au moins, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il le cite, parce qu'il y a plein de vidéos où il en parle même pas. Il te dit, en gros, c'est l'économie. L'économie, alors qu'en fait, le néolibéralisme, c'est une branche merdique de l'économie. Et au moins, là, il le précise, donc il fait un peu moins de mal. Mais... en plus, il y a Keynes, là. Non, mais en fait, moi, je l'interprète de la manière que quand il fait la petite pointe néolibéraliste, en fait, c'est qu'il critique ce système. En fait, probablement qu'il nous explique que c'est de la faute du système néolibéraliste et que si on était dans un système différent, il n'y aurait pas tous ces problèmes, en fait. C'est ce que je sens, en fait, quand il s'exprime comme ça. Surtout qu'en plus, il fait la critique inverse de nous. C'est là où on commence à diverger. C'est que nous, dans la partie néolibéralisme, lui, il va critiquer la seule petite part encore qui est sympa de soi-disant marché libre. Et pour lui, en fait, s'en passer, parce qu'il a dit exactement ce prisme d'analyse via, comment il disait, les échanges marchands. Ouais. Mais en fait, lui, il voudrait... Mais ça, c'est péjoratif. Dans sa bouche, c'est péjoratif. La marchandisation. Mais en fait, c'est ça le problème de l'immobilier. C'est exactement ça. On a marchandisé l'immobilier. Et nous, on peut se qualifier de je sais pas, des gens libérales économiques. Nous, on souhaite pas la marchandisation de l'immobilier. C'est l'utilité première, c'est le logement. Et si on laisse le marché fonctionner, on crée assez de logements pour rejoindre la demande. Il y aura pas de marchandisation de l'immobilier. La marchandisation de l'immobilier, là, c'est pas de vendre des logements pour que les gens puissent se loger. La marchandisation de l'immobilier, c'est de placer ses thunes dans un actif
qui va pas perdre de valeur. C'est ça, en fait, c'est la financiarisation. Oui. C'est la monétisation, la financiarisation. La marchandisation, pour moi, c'est bon. À part si on a une autre définition, mais... C'est qu'en fait, il dit marchandisation, mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est la financiarisation. Donc, on se sert de l'immobilier comme un actif. Donc, si on enlève cette partie-là de financiarisation, puis qu'on a de la marchandisation du logement, offre, demande, on crée assez de logements pour la demande, ben il y aura pas de problème. Je veux dire, avant qu'on se serve de l'immobilier comme une tirelire, il y avait moins de problèmes d'accès au logement. Donc c'est ça, lui, c'est drôle. Je trouve qu'il va dire c'est la faute de la marchandisation quand on a plein d'historiques de voir que la marchandisation ça fonctionnait. Là, on est à l'époque de la financiarisation et c'est ça le problème. Et je pense pas que nous trois aussi on est pour la financiarisation de l'immobilier du tout. Voilà. Mais je crois qu'il va essayer de nous dire que nous on est pour ça. Parce que ça nous fait plus de thunes. Alors que nous, on comprend que même si on a plus de thunes sur papier, notre pouvoir d'achat a baissé. Donc, on est contre ça. Donc, lui, il va essayer de nous placer dans cette case-là, probablement. Quand nous, on est d'accord avec lui que c'est ça le problème, mais on n'appelle pas ça la marchandisation, on appelle ça la financiarisation. Bon, petit détour, mais je crois que c'est assez clair. Et juste, il en parlait dans la vidéo qu'on a débunkée l'autre jour, là, avec Bazinga, où, un podcast où il échangeait, il donnait vraiment son avis personnel, il se dévoilait, où tu comprends que déjà il a la haine de l'épargne, en fait de tout le système précapitaliste de propriété privée, de liberté de choix individuel, et que lui en fait quand il parle de marchandisation, c'est le fait que voilà on traite nos échanges via la poursuite du profit, de la récompense monétaire, et que pour lui en fait moi, ce que je comprends quand il prononce ces mots de marchandisation, c'est que lui, il voudrait passer à un système en fait de bien-être. De planification centralisée. Ouais, ou bah après, comment eux l'amènent souvent, c'est bien-être en fait. C'est tu donnes aux autres parce que ça va t'apporter quelque chose socialement, et puis après l'autre il va se sentir mieux et tout. Et en fait, pour lui, toutes les relations comme ça devrait être assez utopique. On fait les choses dans ce genre-là. T'as raison. Il parle de la relation entre les gens qui créent un bien ou un service, puis les gens qui le consomment. Le principe simple des marchés, c'est on va valoriser ce truc-là, puis on va faire un échange. Eux, ils vont parler de plus un truc de bien-être, tout ça, mais si tu veux faire ça, il faut absolument que tu aies une gestion de planification centralisée. Donc, les idées, c'est très simple. C'est vraiment le concept de marchandisation que c'est le prix qui va décider de l'allocation des ressources. C'est le marché, c'est le prix. Et tu as l'autre côté, la planification centralisée, où c'est l'État qui décide, ou l'État ou l'autorité, ou nomme-le comme tu veux, qui lui va décider de l'allocation des ressources comme ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le monde en Occident où on vit en ce moment, l'allocation des ressources en passant, elle passe par l'État. Là. On a beau dire qu'on est du néolibéralisme, du néolibéralisme et l'économie de marché, mais en fait non, comme la monnaie en amont est gérée, ça en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'accaparent la gestion en amont de tout ça et pour distribuer à la société. Donc, on est bien dans un système de gestion centralisé. Ça cause plein de distorsions. Et après, ils vont prendre ces distorsions-là puis ils vont blâmer les marchés. Ils vont dire c'est la faute des marchés, en fait. Mais non, en fait, c'est le problème de gestion centralisée. Donc, moi, je vois ça... Encore là, lui, il dit que c'est compliqué. Moi, je dis toujours que c'est simple. Moi, la dualité dans les trucs que tu viens d'écrire, c'est que dans le marché, c'est le prix, c'est la valorisation des gens qui décident de l'allocation des ressources. Puis dans son système à lui de bien-être, il voudrait que ce soit une autorité centrale qui décide, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de ça, donc on va vous allouer vos ressources selon vos besoins. Genre, le besoin selon les besoins et au temps X, machin, je me souviens pas, désolé, j'ai pas mais selon le besoin au moment. Chacun ses besoins. Ouais, bon, on la mettra à l'écran. Ouais, voilà. Donc, il y a cette maxime-là qui, je veux dire, si on l'analyse froidement, ça pourrait faire du sens. Ça serait bien que ça soit comme ça. Mais bon, on a vu qu'est-ce que ça donne souvent quand on fait de la gestion centralisée. Mais moi, pas que je suis un extrême défendeur, très rigide du truc de marché, mais quand je l'analyse de manière froidement, je trouve qu'allouer des ressources selon la valorisation de chacun, au moins c'est juste entre guillemets dans le sens qu'il n'y a pas quelqu'un qui va en profiter comme par exemple l'effet cantillon est un effet où ceux qui sont près de la machine à imprimer vont s'accaparer les ressources au détriment des autres. Au moins quand c'est juste, quand il y a vraiment une allocation selon le prix, il y a personne qui va se mettre au centre puis en profiter. Si en fait, s'il y a quelqu'un qui en profite puis c'est un vrai truc de marché, la compétition devrait faire que on va le tasser puis on va prendre. Donc, je veux pas refaire le cours d'économie au complet là, mais cette petite phrase-là nous amène à tout
Elle en dit tellement de choses. C'est pour ça que tu l'as souligné. Et d'un coup, en fait, c'est là où il plante la graine. Voilà. Et en fait, c'est la graine du communisme quasiment d'un coup il la sème Moi, je trouve que doucement. Communiste et socialiste, c'est chargé, mais lui, il dit, comme vous avez dit clairement, que c'est l'idéologie qu'il préfère. Mais moi, pour le ramener à un débat d'idées plus simple, sans charge, moi, je trouve que ça se résume littéralement à gestion centralisée. Planisme central et collectivisme. Et économie de marché. Et c'est ce que Saifedean dit dans le Bitcoin Standard. Hein. Il dit pas que le communisme, ça fonctionne pas à cause des gens qui vont pas vouloir travailler, et ainsi de suite. Lui, il dit la faille, c'est la planification centralisée. Puis il dit, lui, selon Saifedean, il va dire, ça, c'est sûr que ça marche jamais. Parce l'analogie du crayon, là, vous l'avez déjà fait dans vos vidéos, là, qu'il y a personne qui sait faire un crayon sur la Terre. Il y a personne qui sait comment miner, faire le bois, tout ça. Donc, on a besoin que ce soit des marchés décentralisés pour avoir un signal de prix, pour créer des produits. On peut pas faire ça tout en amont. Ceux qui pensent qu'avec l'intelligence artificielle, les meilleurs ordinateurs du monde, on pourrait tout planifier l'économie, je crois qu'on pourrait même pas, là, en fait. D'ailleurs, j'invite les gens, on va sortir une vidéo avec Théo Mogenet, justement. C'est un des gros points dont on discute, c'est est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, on pourrait planifier l'économie et justifier une entité centrale, parce que ça rejoint un point. Bon, là, on fait un énorme tunnel, mais c'est pas grave. C'est que souvent, les économistes autrichiens disent que l'information est locale, c'est-à-dire qu'elle est locale au niveau des entrepreneurs qui constatent une distorsion et essayent de la corriger. Et on pourrait tenter de se dire, l'intelligence artificielle, elle sait tout, elle est omnisciente, donc on justifie une intervention centrale avec une immense IA. Je vous donne pas la réponse, je vous invite à aller voir la vidéo pour ça. D'acheter l'appart à 200 000 euros. À l'avenir, quand ton revenu aura augmenté, ce sera le moment de se lâcher. Pour le moment, tu décides d'être prudent et d'acheter l'appart à 100 000 euros. Ouais. C'est pas limpide, hein, pour le moment. Je peux faire pause. C'est exactement ce que j'ai décrit tout à l'heure en disant, je vais pas acheter la maison à 50 000 balles de plus parce que je vais le faire plus tard, ça sera plus safe. C'est exactement ce qu'il vient de dire. Tes revenus augmentent de 1% par an sur les 10 années qui suivent ton achat. C'est à peu près la hausse moyenne des revenus constatée par l'INSEE sur les 10 dernières années en France. Donc, tu te retrouves avec 22 000 euros par an 10 ans plus tard. Tu te dis que ce serait le moment peut-être d'acheter ce fameux appart qui valait 200 000 euros. Sauf que les prix de l'immobilier ont grimpé de 5% par an sur la période. J'ai pris la hausse moyenne constatée à Paris sur les 10 dernières années. Ton appartement actuel vaut désormais 163 000 euros. C'est à ce prix-là que tu comptes le vendre. Mais l'appartement de tes rêves, lui, il vaut toujours 2 fois le prix du tien. C'est-à-dire maintenant 326 000 euros. Et là, regarde un peu, l'écart de valeur entre les deux appartements n'a pas bougé. C'est toujours du simple au double. Il va donc falloir emprunter 163 000 euros à la banque, c'est-à-dire l'équivalent de 7,4 fois ton revenu annuel. Autrement dit, il y a 10 ans, il aurait fallu emprunter 5 fois ton revenu annuel pour t'acheter l'appartement de tes rêves. Ça t'a fait flipper, donc t'as pas franchi le pas. Mais aujourd'hui, alors même que tu pourrais revendre ton appartement bien au-dessus de son prix d'achat, il te faudra quand même emprunter l'équivalent de 7,4 fois ton revenu annuel pour changer d'appartement. Tu vois le problème? La hausse des prix de l'immobilier, plus rapide que la hausse de ton revenu annuel, a diminué ton pouvoir d'achat dans le sens où elle a diminué ta capacité à changer de logement pour obtenir mieux. Tu pourrais prendre un crédit, tu pourrais changer d'appartement, mais les conditions sont moins bonnes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 10 ans. Et c'est en ce sens que ton niveau de vie s'est réduit. Bravo! Je n'ai plus rien à dire, votre honneur. C'est littéralement la conclusion du truc. Il a raison. Ouais. Évidemment, il a raison. C'est la réalité. On est tous d'accord. C'est le mieux de la vidéo. C'est le mieux de la vidéo. Oui. Donc voilà. Et donc là, il va essayer de nous là, il va retourner ça. Et il va nous, donc, là, à ce point-là, je dis bravo, Monsieur Gilles. Ouais. Vous avez raison. C'est exactement l'expression de ce qu'on vous dit. Que j'ai dit plus tôt, on a l'impression d'être plus riche parce que notre maison a doublé de valeur. On se dit, oh, mais putain, j'ai de l'équité. Et là, elle dit, oui, mais si je veux augmenter. Non, on a de l'équité. Nous, on appelle ça de l'équité sur la maison. Ça veut dire, on a, disons que j'ai payé ma maison 200 000 balles. Maintenant, elle en vaut 400 sans avoir remboursé aucune hypothèque. J'ai 200 000 d'équité sur ma maison. Donc, c'est ça. Donc, j'ai comme créé 200 000 balles que j'ai accès. Donc, ça s'appelle l'équité. Okay. Mais en fait, on s'est appauvri parce que si on veut augmenter de qualité de maison, ben, c'est, comme il a dit, on est passé, ben, c'est 7.4, c'est plus difficile que c'était à l'origine. Voilà. Okay. Ou 48 mois de salaire. Maintenant, imaginons la même situation aujourd'hui. Une personne au revenu disponible moyen d'aujourd'hui, 22 000 euros par an, achète le même appartement
avec la hausse moyenne des prix de l'immobilier, l'appartement ne vaut plus 10 000 euros, mais 55 000 euros, soit 30 mois de salaire. En apparence, il semble bien que l'appartement soit moins accessible. Les prix de l'immobilier ont davantage augmenté que le revenu disponible. Mais, si on inclut le coût du crédit, eh bien la situation change complètement. Parce qu'aujourd'hui, on n'emprunte plus à 12%, mais à 1,2%. Acheter l'appartement revient donc à débourser 64 000 euros, soit 2,9 années de revenus moyens, ou 35 mois de salaire. Résultat, acheter l'appartement en incluant le coût du crédit coûtait 4 années de revenus moyens en 1980, tandis qu'il ne coûte que 2,9 années de revenus aujourd'hui. Donc, là, tu sais, tout à l'heure, on nous disait, ah ben c'est imbattable, ce qu'il vient de nous dire, on vient de voir, on sait pas comment il va faire pour retourner ça. Eh bien voilà, la façon qu'il le retourne, qu'il nous l'a fait à l'envers, c'est de nous dire, c'est d'inclure le coût du crédit dans le truc. Et là, le segment d'après, il va nous montrer un graphique, puis il va nous donner une conclusion à laquelle il va falloir discuter parce que moi, j'ai pas compris. Allez-y. Il y a un point, peut-être qu'on en reparlera, mais qui est aussi important, c'est que pour avoir un crédit dans une banque, il faut aussi avoir une situation vraiment particulière. Il faut être tout le temps salarié. Si tu commences à vouloir prendre plus de risques, à être peut-être à ton compte et tout, en fait, tu n'as plus accès à tout ce système-là. Donc déjà, ça te force à être dans une certaine situation presque de... On appelle ça aujourd'hui un peu l'esclavage moderne, où en fait, tu dois être vraiment dans cette façon qu'on a imaginé l'humain. T'as 100% raison, puis au Canada, c'est encore pire. Hein? Nous, on a des bureaux de crédit, donc on a des cotes de crédit, et il faut absolument utiliser le crédit pour être dans le groupe. Dans le sens que quelqu'un qui ne vit pas à crédit, qui n'a pas de carte de crédit, qui n'a jamais fait de crédit de sa vie, ne pourra jamais acheter une maison, à moins qu'il y ait beaucoup de cash. Okay, c'est impossible parce que il se base sur ta cote de crédit pour te donner ton taux d'intérêt. Et moi, j'ai fait ça, je le sais, donc j'ai fait ça toute ma vie. J'ai utilisé du crédit pour acheter un réfrigérateur, un lit. Tu paies rapidement, tu n'as pas beaucoup d'intérêt, mais ça fait monter ta cote de crédit. J'ai une carte de crédit et je paie tous mes... nous, on paie pas avec la carte de débit parce qu'il y a des frais très élevés pour la carte de débit. Et on paie par carte de crédit et on paie à la fin du mois, donc on paie pas d'intérêt jamais. Mais ça, cette bonne utilisation-là, en guillemets, du crédit fait monter notre cote. Et c'est comme ça qu'on peut acheter une maison. Si tu fais pas ça, donc l'exemple que je vais te donner, c'est un entrepreneur qui est pas salarié, il vit avec des dividendes, il n'y a pas de talon de paie, il est entrepreneur, donc c'est un risque pour la banque, mais cette personne-là, elle pourrait pas aller à une banque normale, avoir là à des trucs de crédit différents parce qu'elle n'est pas conforme au profil que tu viens de dire d'un salarié avec un job, avec de la sécurité d'emploi, avec un très bas de crédit, une bonne carte de crédit qui a déjà utilisé du crédit. Si tu as pas ça, tu peux pas acheter une maison, tu peux pas embarquer dans leur fiat game pour acheter une maison. Fait que ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Et donc, en fait, la part qui est énorme devient d'autant plus importante pour la personne qui a décidé de vivre avec un peu plus de risques selon la société. Selon la société. En effet, ouais. Donc, et c'est là, dans le graphique, qui va qu'on va pouvoir juger de la pertinence ou non de sa théorie. Aujourd'hui, la hausse des prix de l'immobilier a été absorbée par la baisse du coût du crédit. Mais non, mais c'est pas... Je veux juste souligner quand même la débilité de cette phrase. C'est-à-dire qu'en fait, la hausse de l'immobilier a été absorbée par la baisse de coût de crédit, mais en fait, déjà, et puis même, en fait, ça voudrait dire que tu peux baisser le coût du crédit, mais il y a un point où, en fait, à part emprunter quand tu arrives à zéro, son truc, on sent que c'est pas pérenne. Genre, il y a un moment où les prix vont monter, tu vas arriver à zéro, mais après, il va se passer quoi ? C'est fini, négatif, voilà, taux négatif. Voilà, on peut passer au taux négatif. J'invite les gens à essayer de comprendre le concept de taux négatif. C'est quand même formidable. C'est-à-dire que tu es payé pour emprunter. Voilà. Bon, ça, c'est complètement fou. Et tu payes pour épargner. C'est ça, c'est ça. Mais c'est son raisonnement, en plus, il est très court-termiste. Enfin, il y a un moment, ça marche plus. Jamais avancé, mais est-ce que là, il y a quand même une différence dont il a pas l'air de parler, c'est quand même la durée. Il y en a un où il faut 15 ans, l'autre il faut 22 ans. Il le mentionne pas dans son analyse. Pour lui, c'est peut-être, c'est un détail. Mais de toute façon, c'est littéralement un détail avec l'affirmation qu'il va faire plus tard. C'est ça qui est incroyable. Oui, parce que c'est vrai que ça te coûte peut-être moins cher, mais que tu sois bloqué pendant 22 ans plutôt que 15, on t'a volé 7 ans de ta vie quand même. Voilà. C'est qu'au final, là, peut-être que financièrement, avec un tour de passe-passe, tu t'en sors, mais on te vole ton temps, et le temps, c'est la ressource la plus rare qu'on ait. Et au final, en fait, là, je pense que il y a la dimension temps qui change tout. Puis c'est un peu comme une cage, et puis ça reprend un peu
la théorie du World Economic Forum, tu ne posséderas rien et tu seras heureux. Et en fait, c'est toute ta vie, t'as jamais vraiment de propriété. Tu passes ton temps à être locataire et à retourner dans une sorte presque d'esclavagisme où tu peux jamais décider d'un coup quitter ta situation actuelle avec ce que tu as réussi à épargner pour partir dans d'autres contrées. Tout à fait. Tu restes dans la 5 minutes city, là, comme ils l'appellent, ou 15 minutes. Ouais, c'est ça. Possible. Et si, tu peux le voir sur ce graphique qui te montre l'évolution des prix de l'immobilier et du coût du crédit pour la France. En 1985, le crédit multipliait par 2 le coût de l'achat, plus 100% donc. Tandis qu'aujourd'hui, il ne rajoute que 14% au prix de vente. Tu vois bien que le crédit pas cher a plus que compensé pour la hausse des prix de l'immobilier. Ok, alors les mecs, vous êtes ingénieurs, vous avez fait des maths? Ouais, ça fait longtemps. Hein. Mais bon, c'est pas la phrase la plus formidable. Déjà, ce qu'il nous dit, c'est que en 1985, l'intérêt était très élevé partout dans le monde à cause du choc, à cause de l'inflation puis du choc d'énergie, j'imagine. Le choc pétrolier, oui. Pétrolier. Donc, il y avait les taux à 19, là, des trucs impossibles comme ça. Et donc, là, il nous explique que, et donc, en passant, les maisons étaient 30 000 balles, puis on payait plus que le prix de la maison en intérêt, c'est ce qu'il nous explique là. Donc, là, il nous essaie de nous expliquer que on voit bien sur le graphique que la maison, écoute, on passe de 15 à 60. Ouais, 55. Okay, 55, donc on a triplé et plus le coût de la maison. Puis là, il nous dit, mais regarde, la part d'intérêt est tout rikiki. Et donc, l'intérêt plus bas a compensé. Mais je vois pas comment il peut affirmer ça. Oui, on paie moins d'intérêt, mais c'est parce qu'il va dire, c'est parce qu'il va nous dire que l'augmentation du prix de la maison, c'est à cause de sa qualité ou, mais en fait, non, c'est la même maison. Donc, je vois pas comment il peut dire que, parce que selon moi, selon mon appréciation du truc, c'est justement le coût du crédit moindre qui fait que on a augmenté le prix de la maison. Oui. Pourquoi? Mais parce que il y a une capacité du marché à acheter des maisons, là. Donc, les gens, en fait, c'est qu'ils s'endettent jusqu'à la limite que la banque va les laisser faire et ça fait monter le prix de la maison. Et oui, la part du crédit que les gens payent est tout rikiki, mais c'est le fait que le crédit est accessible qui a fait monter les prix de la maison. Donc, je peux pas comprendre comment il fait pour différencier les deux et affirmer, c'est ça qu'il va affirmer tout à l'heure, que la baisse du coût du crédit a fait baisser l'augmentation des maisons. C'est ce qu'il va nous affirmer. Et là, on va l'écouter, on va essayer de réfléchir avec ça. Et puis moi, il y a quand même un truc là qui est frappant, et là, pour le coup, il n'y a pas besoin de faire trop de maths, c'est que le constat, c'est qu'entre 1985 et aujourd'hui, quelqu'un qui veut acheter sa maison avec son épargne, avec de l'argent, sonnant et trébuchant, c'était possible, aujourd'hui c'est impossible. Voilà. C'est vraiment ça la démonstration. C'est qu'aujourd'hui tu es forcé d'emprunter. Et en fait, avant, tu prenais juste peut-être un crédit pour les euros qui te manquaient ou les dollars, parce que tout le monde n'avait pas peut-être les 30 000 en cash. Il prenait le complément à un taux d'intérêt très élevé, donc il était complètement désincité à emprunter, parce qu'au final, emprunter, ça reste quand même négatif, parce qu'en fait, tu empruntes moyennant un taux d'intérêt, donc tu vas payer plus cher quand même, parce que c'est le capital que tu empruntes plus les intérêts. Donc tu étais désincité à emprunter. Aujourd'hui, on va te dire, tu as 100 000 euros, bah non, les mets pas, tu prends 10 000, tu vas emprunter 200, donc tu vas emprunter beaucoup plus, payer quand même des intérêts, mais en fait le problème c'est que tu peux plus rien acheter avec ton épargne. Voilà. C'est inaccessible pour le Français moyen qui a épargné pendant 5 ans par exemple, de se payer une baraque en cash. Et comme tu l'as dit avec ton expérience de pensée où tu aurais des taux négatifs, là si tu continues la courbe et qu'au fur et à mesure il baisse les taux, en fait ça voudrait dire quoi? C'est que la courbe bleue des prix de l'immobilier, elle va passer au-dessus du coût du crédit. Et le coût du crédit va faire baisser. Le coût du crédit va faire baisser un petit peu, mais en fait ça va augmenter d'autant plus parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui empruntent et en fait ça s'arrête jamais. Ouais, en fait ce qui se passe à la fin, c'est que si tu as un coût du crédit négatif, en fait on subventionne l'immobilier. Ouais. En fait, ça va faire baisser le prix de l'immobilier parce qu'on va te payer pour acheter de l'immobilier. Donc c'est de la subvention pure et dure en fait. On va remplacer le crédit par de la subvention et la nourriture par des tickets de rationnement en fait. Il faudrait, si on avait devant nous, on lui demanderait quelle serait sa conclusion à ce moment-là, avec son même raisonnement, si les taux passent négatifs. Et que j'aimerais ça. Je suis même pas capable de l'imaginer sa conclusion, mais je serais très intéressé à qu'il nous le dise. Ce serait intéressant. Mettons, mais
Impossible que ça marche pour Paris. À Paris, les prix de l'immobilier ont fait fois 13,5. Impossible que le crédit amortisse ça. Alors oui, tu as raison, la baisse des taux d'intérêt n'a pas suffi à améliorer les conditions d'achat pour les logements parisiens. On peut d'ailleurs le voir sur ce graphique. Cela dit, en tenant compte de la baisse du coût du crédit, les prix parisiens n'ont pas fait fois 13,5, ils ont fait fois 7. Donc en réalité, le crédit pas cher a tout de même permis de diviser par 2 la hausse des prix des logements sur Paris. OK, analysez ça les gars. Expliquez-moi la logique. La baisse du coût du crédit a divisé par 2 la hausse des prix des loyers à Paris. Vous avez été à l'école, vous, les mecs, hein? Vous êtes des ingénieurs? Moi, j'y ai réfléchi, là. J'y arrive pas. J'ai même posé la question à notre ami mathématicien Théo Pantamis. Ouais. Et je crois qu'il m'a donné un raisonnement, mais en fait, comment je l'ai interprété? En fait, c'est qu'il en parenthèse, les gars, je l'ai noté, OK? Je vais le faire parce que c'est tellement pas naturel que, regardez. Mais ça, c'est quand même terrible de promettre une vidéo de vulgarisation et de finir par ça, quand même. Hein. Là, il vulgarise rien du tout, là. Là, il n'y a aucun être humain normalement constitué. Et Théo Pantamis, dont tu parles, n'est pas un être humain normalement constitué. Non, oui. Le mec est trop fort. Oui. Personne comprend, là. Là, tu te fais juste enfumer, en fait. Et c'est là où on en revient à ce qu'on s'est dit pendant toute la vidéo, c'est que son objectif, c'est pas t'expliquer. C'est te montrer que c'est compliqué pour être dans une économie planifiée. Ouais. Exact. Et si vous voulez, les mecs, j'avais noté ce que j'avais compris. Pardon, je l'ai compris. C'est que si on prend le coût original à 1980, juste la partie bleue, OK? Si on prend juste la partie bleue, puis on prend le montant de la partie bleue, puis on prend le graphique à droite à 13,5, c'est, mettons que ça, c'est 1 en 80, c'est 13,5 en 2020. OK, vous comprenez? 1 à 13,5. Là, ce qu'il nous dit, c'est si on tient compte du crédit, donc on est 2, OK, au lieu de 1, on est à 2, ben là, au bout, on va être juste à 7,1 fois plus. C'est ça son raisonnement. Mais je vois pas qu'est-ce que ça prouve. Je vois pas comment on peut dire que l'augmentation est 2 fois moindre. J'ai aucune façon de l'interpréter. En fait, en passant, je suis prêt à dire que c'est moi qui est pas assez brillant pour le comprendre. Mais je vous invite, si vous avez une explication, à nous écrire ou nous faire une réponse. Moi, je comprends pas qu'est-ce qu'il va affirmer en disant que la baisse des taux d'intérêt a compensé pour l'augmentation, donc a fait baisser l'augmentation des prix. Moi, je vois pas ça du tout. Je vois pas ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il confond ou qu'est-ce que... Mais mon explication que je vous ai faite tantôt, je pense que c'est 2 points de vue qu'on peut l'analyser. Puis je pense que ce qu'il essaie de nous dire, c'est que si on tient compte du coût d'intérêt en 1980, puis on fait la division avec le coût total là, on va avoir une espèce d'augmentation moindre, mais ça change rien à mon humble avis. Je le vois pas mathématiquement. Qu'est-ce qu'il veut affirmer? Voilà. Vous avez la tronche dubitative, les gars. Je pense que vous... Non, mais c'est super dur en vrai comme question parce que, en plus, il y a tellement de paramètres parce qu'il y a aussi ce que t'autorise à faire la banque, genre le capital que tu as le droit de mettre pour pouvoir emprunter davantage. C'est quoi le levier en fait? Est-ce que tu dois mettre 10 pour emprunter 100? Est-ce que tu peux mettre juste 1 pour emprunter 100? Donc ça, il en parle pas non plus. Ah non plus, ouais, je comprends les critères. Mais même si on pense, si on n'intègre pas ça dans le raisonnement, la banque ne va pas te... Si on a un taux à 19 %, là, la banque, elle ne va pas prêter le prix affiché aujourd'hui fois 2. Elle va pas prêter ça aux gens qui vont acheter ces maisons-là. C'est impossible, ça ne fonctionne pas. Les gens n'auront pas assez de revenus pour payer ça. Donc, on peut pas dire que si aujourd'hui les taux d'intérêt étaient à 19 % quand en 1980, les maisons seraient le prix affiché plus le coût du crédit soit 2 fois le prix. Aujourd'hui, on peut pas affirmer ça, ça fonctionnerait pas. Donc, je pense que c'est totalement erroné. Peut-être qu'on a mal compris, c'est très difficile à comprendre ce truc-là, mais moi, je vois pas. C'est ça sa conclusion, les mecs. Prix des logements sur Paris. Donc, OK, tenir compte des intérêts réduit la hausse. Putain, la vache, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Voilà un autre graphique qui te montre l'évolution du coût total d'un logement moyen, prix d'achat plus intérêt, divisé par le revenu disponible moyen d'un Français. Je t'affiche aussi le même ratio, mais en partant des prix parisiens au lieu des prix moyens. Et puis, je rajoute le niveau des taux d'intérêt auxquels les Français empruntent pour te donner une idée de ce qui se passe. On retrouve les chiffres qu'on a évoqués avant. Là, du coup... je crois qu'on a quelque chose. Okay.
Déjà, il démontre bien qu'il y a une distorsion entre Paris et la moyenne française. Mais moi, du coup, ce qui me parle là, c'est que on voit les taux d'intérêt qui baissent. Mais donc, ça voudrait dire que si on baisse normalement un facteur, la moyenne devrait baisser aussi. C'est bien la démonstration que le reste continue à monter. Donc, c'est bien ce qu'il a montré avant, c'est que baisser les taux d'intérêt ne change rien, en fait, pour les gens. Là, avec son graphique. C'est que si la moyenne reste à peu près dans ces eaux-là, ouais, c'est à peu près ça, la moyenne reste à peu près stable, baisser les taux d'intérêt, bah, les gens allouent toujours la même part de leurs revenus pour l'immobilier, pour acheter de l'immobilier. Donc, c'est le prix affiché qui monte au lieu de le total, le prix de crédit baisse. C'est ça, c'est qu'en fait, là, on a beau baisser les taux d'intérêt, on n'améliore pas la condition de vie des gens. En fait, les gens ne dépensent pas moins. Mais là, j'en sens le débat, c'était est-ce que ça augmente? Lui, il essaie de justement défendre cette hypothèse qu'en fait, peu importe ce que tu fais avec les taux, à la fin, on s'y retrouve toujours. Que la part de tes revenus que tu mets dans ton loyer, là, c'est toujours la même chose. Oui, sauf que tu t'endettes pendant 22 ans au lieu de 15. Voilà, c'est ce que tu soulignais tout à l'heure. Et puis surtout, c'est l'effet dont on a parlé depuis le début, c'est les écarts que tu fais entre les gens qui avaient plus au départ et qui ont profité davantage du levier de la création monétaire via des taux bas. Et en fait, plus ils sont bas, plus ça crée des disparités qui sont grandes. Mais moi, je pense que la conclusion de ce graphique-là, c'est exactement donner la bonne en disant que le coût du crédit en baissant, la moyenne reste la même, mais il faut pas oublier, là, on essaie de faire une analyse par rapport à son fameux 6% de prix crédit par rapport aux revenus disponibles, mais on s'entend que tout à l'heure, on avait bien indiqué que ce 6 ou 7% ne faisait pas de sens, puisque c'est un truc de Parisien moyen qui n'existe pas, on compte pas 60% des gens qui ont... Donc, même ce chiffre-là fait pas vraiment de sens. Le seul qui sort du lot, c'est le fameux 14%. Ça veut juste dire que, en fait, les gens peuvent pas... Les gens qui veulent acheter à Paris se sont appauvris. Oui, parce que c'est ça, moi je voulais revenir, c'est qu'au final, la moyenne française n'est pas vraiment représentative parce que, au final, voilà, en fait, aujourd'hui, on constate bien que quelqu'un qui veut investir va principalement investir dans l'immobilier à Paris. C'est quand même là où c'est le plus dynamique et où le marché de l'immobilier bouge le plus. Et on constate bien qu'en fait, maintenant, plus on va baisser les taux d'intérêt, plus on va appauvrir le Parisien moyen et enrichir le Parisien déjà installé qui est déjà de l'immobilier ou qui est déjà riche. Et par contre, on voit très bien, parce que c'est vrai que sur la moyenne, c'est à peu près flat, mais sur la moyenne parisienne, on voit que ça monte. Donc là, ça démontre l'inverse même de ce qu'il dit, c'est-à-dire que la baisse des taux d'intérêt désavantage l'accès au logement pour le Parisien moyen. Pour les raisons qu'on a déjà expliquées tout à l'heure. Exactement, ouais. Au final, t'as carrément raison. En fait, là, on voit justement cette disparité, cet élargissement, cette distance qu'il y a entre les deux classes, quoi. Entre le français moyen qui inclut le mec qui est de la campagne et tout, et le mec qui est déjà propriétaire à Paris et qui est en train de passer au-dessus de toute la population française, quoi. 2000 et 2008 restent clairs, et la débilité de Paris reste très claire aussi. Alors, que conclure de toute cette histoire? Premièrement, la thèse selon laquelle il serait évident que l'inflation serait sous-évaluée est fausse. Même en introduisant les prix de l'immobilier dans le calcul, la très forte diminution des taux d'intérêt, critère trop souvent oublié, limite largement la hausse. En 40 ans... Ça, première conclusion, ça on vient de l'analyser très bien. Soit qu'on n'est pas assez intelligent pour comprendre qu'est-ce qu'il veut dire, ou soit il est complètement dans le champ. La baisse des taux d'intérêt n'a pas fait ralentir la hausse des prix. Non, c'est absolument faux. Je sais pas comment il peut affirmer ça. Mais donc déjà, ça ne fait pas de sens à mon humble avis. Et je le rappelle, je dis très humblement, si quelqu'un comprend qu'est-ce qu'il veut dire puis qu'il a raison, écrivez-nous, mettez-nous un commentaire, je suis très preneur pour le raisonnement. Voilà. Le revenu du français moyen a été multiplié par 4. Même s'il est vrai que les prix de l'immobilier ont été multipliés par 5,5 sur cette même période, le coût des crédits, lui, a été divisé par 9. Conclusion, en moyenne, le coût d'achat d'un bien immobilier a été multiplié par 3 seulement. Moins que la hausse des revenus. Donc, l'évidence n'est absolument pas de conclure que l'inflation est sous-évaluée. Au contraire même. Cela dit, ce qui est faux dans notre thèse de départ, ce n'est sûrement pas le fait que certains ménages se sentent plus pauvres à cause de la hausse des prix de l'immobilier. Il existe de nombreuses données qui montrent que les inégalités en termes de logement se creusent.
On a évoqué le fait que les ménages les plus pauvres ont vu leurs dépenses préengagées augmenter de 10 points entre 2001 et 2017, en majeure partie à cause du coût du logement qui grimpe. Augmentation qui se constate aussi chez les ménages les plus aisés, mais dont l'ampleur est beaucoup plus faible, avec une hausse de 2 points seulement. On a aussi expliqué que les ménages les plus pauvres sont aujourd'hui très largement locataires de leur logement et les plus aisés propriétaires. Une situation qui s'est polarisée petit à petit au fil du temps. Dans les années 70, en France, les propriétaires étaient beaucoup plus égalitairement répartis sur le spectre des revenus. On peut comprendre que cette évolution, cette polarisation, riche égale proprio versus pauvre égale locataire, provoque un sentiment d'inégalité et d'injustice. On peut également évoquer le cas des grandes métropoles, comme Paris, au sein desquelles l'augmentation des prix de l'immobilier, même en tenant compte de la forte réduction du coût du crédit, reste malgré tout supérieure à la hausse du revenu moyen. On pourrait ici voir une polarisation, une inégalité qui se creuse. Les riches vivent de plus en plus dans les grandes villes, tandis que les pauvres sont soit repoussés en périphérie, soit contraints de vivre dans des appartements moisis, tout petits, en ville. Tout cela suggère bien qu'il existe un malaise social, une forme d'injustice liée à l'immobilier et à son prix. Cela dit, il faut creuser plus loin que l'inflation pour le détecter. L'inflation est un indicateur moyen, il ne permet pas... Donc, notre sentiment est X, et la raison pourquoi il est faux, c'est que c'est compliqué. Comme d'habitude, voilà. Se rendre compte du creusement des inégalités. De plus, l'inflation est un indicateur de niveau de vie, pas de coût de la vie, ni de sentiment de richesse, ni même de sentiment d'injustice. Les gens peuvent gagner plus tout en se sentant repoussés des villes. Si les normes sociales poussent les consommateurs vers des produits plus chers et de meilleure qualité, le niveau de vie moyen augmente, mais cela n'exclut pas que s'il reste moins de sous à la fin du mois pour certains, cela peut être vecteur de stress et de mal-être. Donc non, l'inflation n'est pas très largement sous-évaluée parce que son calcul exclut, pour le moment, les achats immobiliers. Mais ça ne veut pas dire que l'évolution actuelle des prix n'est pas un problème. Ça veut juste dire que l'inflation n'est pas le bon indicateur pour nous dévoiler ce qui se passe. L'inflation n'est pas le bon indicateur, donc c'est pas grave que l'immobilier ne soit pas inclus. Et ce qui est très important de dire dans ce qu'il vient de dire, c'est qu'il nous dit dans la première vidéo, qu'on pourra probablement mettre un extrait, c'est que la raison pourquoi on se sent plus pauvre, c'est à cause des prélèvements préautorisés qu'on a dans nos comptes qu'on voit pas passer, et le fait qu'on a tous des iPhones et Netflix, et donc ces dépenses-là font augmenter notre qualité de vie et diminuent notre revenu disponible. Et donc c'est pour ça qu'on se sent plus pauvre, parce qu'on a un iPhone, on a Netflix. Parce qu'on est des débiles en fait. Et pas du tout parce que notre loyer a doublé. Ça compte pas. Ce qui compte, c'est qu'on a un niveau de vie plus élevé. Et en plus, il va nous dire c'est à cause de la pression sociale. Donc, à cause de la pression sociale qu'il faut avoir un iPhone et Netflix, on dépense plus et donc on est plus pauvre. Et donc, ça n'a rien à voir avec l'immobilier. Quand on vient très bien de voir que l'immobilier c'est quand même détaché, en fait, lui, il nous présente que l'augmentation des revenus compense l'augmentation des loyers, mais on a vu que la part qu'il mettait dans les statistiques des loyers était très largement sous-estimée. Donc, tout ce raisonnement-là, à mon avis, ne fait pas beaucoup de sens. En fait, c'est le genre de mec qui a 10 000 ans, il t'aurait dit ouais, c'est la pression sociale qui te donne envie de passer de ta hutte à une petite maison. Voilà. Genre, en gros, non, mais tu te crées des besoins. On est tous très bien dans la jungle à vivre d'eau et d'amour et d'eau fraîche. En fait, c'est la faute d'Apple. S'il n'y avait pas d'iPhone, on serait riche, c'est ça? C'est ça, et en fait, moi c'est ça, et bon là il a vraiment beaucoup cité le terme sentiment, pression, des concepts abstraits que personne n'est capable de matérialiser, parce que en fait on s'en fout, en fait, nous on cherche pas à mesurer le sentiment, la pression, on cherche à mesurer en fait quelque chose d'objectif, et il nous a démontré quand même assez objectivement qu'en fait ça ne marche pas, et en plus de ça, lui ce qui va les justifier à la fin pour dire bah voilà on n'est pas capable de le mesurer, c'est compliqué, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, faut plus l'administrer, faut plus le décider centralement, parce que vous voyez ça on n'arrive pas, donc il faut encore plus d'État, à la fin c'est la conclusion, et parce que on n'est pas capable de tout mesurer, alors qu'en fait il y a une mesure qui marche très bien, ça s'appelle le marché, l'offre et la demande et le système des prix, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça normalement ça intègre toutes ces notions normalement. Ce qui transparaît là dans ce que tu viens de dire, puis ce qu'il vient de te dire avec les mots sentiments, tout ça, c'est que lui, il est souvent dans le qualitatif
Et nous, dans l'analyse qu'on fait, on est plus dans le quantitatif. On en avait déjà discuté de ça. Puis là, je crois qu'on le voit très, très, très bien. Il nous sort des termes comme ça qui sont difficilement mesurables. Qu'en fait, on a toutes les statistiques. Et même, je rappelle qu'à un moment, il a vraiment dit, oui, la hausse des prix de l'immobilier a fait baisser, je sais pas les termes exacts qu'il a utilisés, mais le niveau de vie ou la qualité de vie de quelqu'un qui vit à Paris. Donc, à ce moment-là, j'avais dit, j'ai rien à ajouter, votre honneur. Et pour pour retourner ça, il nous a fait ce truc d'augmentation, baisse des taux d'intérêt. La baisse des taux a réduit la hausse, l'augmentation qui nous on n'a pas compris. Donc c'est tout ça pour ce que je viens de dire, tout simplement. Ouais, mais au final, je pense que on peut faire une conclusion très simple, c'est que c'est tout le temps la même chose avec lui. C'est plutôt bien expliqué, il fait les bons constats, il y a les bons chiffres, enfin généralement les chiffres sont pas trop mauvais, sauf dans une des vidéos qu'on vous a préparées sur l'enfer fiscal qu'il a faite, où là pour le coup même les chiffres sont faux, donc là il y a plus rien à en tirer. Mais c'est ça qui est dérangeant, c'est que on va être d'accord sur beaucoup de choses, mais à la fin il retourne tout. Pour nous faire passer la pilule bleue, socialo-communiste / planificateur. Et le problème, c'est que ces gens-là, quand ils ont cette idéologie, en fait, ils veulent planifier eux parce qu'ils pensent savoir mieux que nous tous, humbles plebs, qui pensons que le marché et les individus sont capables de le faire à leur échelle. Et je pense que le plus symbolique, c'est les 3 tableaux qu'il en font, Karl Marx, John Maynard Keynes et Milton Friedman, qui sont tous des grands administrateurs, donc je pense que tout est résumé en fait. Depuis le début, tout était là. Tout était là. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui, c'était cool. Oui, très cool. Si vous avez apprécié, n'oubliez toujours pas de rétribuer avec un like, de vous abonner. Et on vous met juste après une vidéo avec David pour le coup, qu'on avait tournée sur l'hyperinflation. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Elle est disponible en cliquable sur l'écran. Ciao.